Épisode 18, en bonne compagnie aujourd'hui. J'ai eu la chance de faire partie d'un projet entourant les préparations à la naissance, mais surtout le soin, le soutien postnatal. Donc, on essaie de se créer un petit village et j'en reçois une petite gang de ces professionnels-là qui ont participé là, au processus. Donc, j'ai Caroline, Michel Doula, j'ai Valentina, nutritionniste, Josée, infirmière et Marie-André, psychoéducatrice. Et dans cet épisode-ci, on vous présente un peu qu'est-ce qui nous a amené à faire le métier qu'on fait. Donc, on vous montre qu'on est humaine, hein? On existe comme humaine aussi. Donc, on vient vous présenter tout ça. Puis, on a parlé quand même de l'adolescence avec la psychoéducatrice parce que c'est pas dans les sujets qui vont revenir dans les prochains épisodes. Donc, si tu as de l'intérêt à découvrir un peu là, cette période de la vie de nos enfants, comment la préparer, comment agir pendant, on a fait une petite nota bene adolescence là, à la fin de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute et n'hésite pas à interagir avec nous. Maintenant, je réponds à vos questions dans des lives sur Facebook. Donc, n'hésite pas si tu as des interactions, des réflexions ou des questions. Je vais y répondre là, dans les prochains jours sur Facebook. Sur ce, encore une fois, bonne écoute! C'est mon premier épisode à accueillir autant de monde autour de la table et je suis super excitée aujourd'hui de vous présenter un beau cortège de femmes, de professionnels qui trippent périnatalité et avec qui j'ai contribué à un projet vraiment génial. On essaie de changer les cultures du monde des naissances et j'avais envie de vous les présenter au Canal Vaginal aujourd'hui. Donc, j'ai Caroline Michel qui est doula. Allô! Salut, salut! Valentina Garcia. Gancia. Gancia? Ouais, c'est bon. Je l'ai eu, Oui. qui est nutritionniste. Super inspirante. J'ai hâte que tu nous en parles justement là, de ta vision de la nutrition. On a Josée, oh mon Dieu, Dumont. Dumont. Pourquoi j'avais Michaud dans la tête? Je sais pas. Josée Michaud, si tu te reconnais, et commente en dessous. Qui est infirmière, c'est elle qui nous a formés dans un beau groupe. Il n'y a pas tout le monde aujourd'hui, malheureusement, mais c'est correct, hein, on va parler d'eux quand même. Et on a Marie-André Saint-Louis. Saint-Louis, hein? On l'a. Toi, tu es psychoéducatrice. Oui. Donc, voilà la tablée du jour. Et comme premier épisode avec ces femmes géniales, on a décidé de vous présenter un peu nos métiers et la raison pour laquelle on s'est dirigé vers le monde de l'enfantement. Pas nécessairement pour tout le monde, mais quand même, tu travailles avec les enfants. Oui. Fait que tu as ton mot à dire là-dessus. Oui. Bon, pas comment qu'on les sort de là. Donc, j'ai vraiment hâte là, qu'on fasse le tour de la table et on va commencer justement par celle qui nous a unis aujourd'hui et c'est Josée Michaud. Donc, Josée, tu es infirmière et qu'est-ce qui t'a poussée à devenir infirmière? En fait, moi, dans ma profession, j'étais totalement à l'opposé de ce que je fais présentement, dans le sens que j'ai travaillé en CHSLD. Puis, je suis devenue infirmière parce que ma grand-mère était Alzheimer quand j'étais jeune. Puis, fait que ça m'a pris, dans le fond, ça m'a fait prendre conscience que les gens ont besoin d'aide. Puis, en CHSLD, les gens... c'est ça. Dans le fond, moi, je voulais être proche des gens, puis c'est comme ça que je suis devenue infirmière. Mais finalement, quand je suis tombée enceinte en dernière année d'université, ça a tout changé. La maternité change tout. Puis ensuite de ça, j'ai quand même continué à être en CHSLD, mais j'ai enfilé congé maternité, travail, congé maternité, travail, pour finalement avoir mon troisième bébé, puis décider de faire mon cours de doula. Oh, c'est bien cool! Oui. Je savais même pas que tu en avais 3. Ouais, oui, j'en ai 3. Ils ont quel âge, tes bébés? Ils ont 5 ans, 3 ans et 1 an. OK, t'es toutes pas mal proches. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui a fait plus proche qu'elle? Non, moi, c'est pareil comme elle, quasiment. Ah oui, Ouais. vous vous êtes copiés finalement. Fait que la maternité change des choses. Eh bien, tu m'en apprends beaucoup. Oui, j'imagine. Donc, tu as travaillé CHSLD, congé de maternité. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a finalement là, amené à ici aujourd'hui, tranquillement, pas vite? En fait, c'est que j'ai tellement eu de difficultés à m'adapter dans mes postpartum que je me suis dit que, clairement, je suis pas la seule. Puis je voyais comme sur les réseaux sociaux que c'était tellement parfait tout le temps. Tout était tout le temps beau. Puis moi, je me disais, mais c'est pas normal parce que c'est pas vrai que c'est toujours beau. Puis j'avais pas nécessairement... J'ai été consultée tellement souvent, plusieurs professionnels, pour des petites raisons. Parce que mes enfants, ils ont toujours de quoi.
toujours de quoi. Fait que j'ai été consulter à gauche, à droite, plusieurs professionnels. Puis au final, je me disais, à place de passer mon temps avec mes enfants pour faire ce qui compte vraiment, puis juste m'amuser avec eux, puis passer du bon temps, mais je vais tout le temps consulter à gauche puis à droite. Fait que je me suis dit, on a besoin de quelque chose pour aider à cette situation-là, en fait. Fait que je voulais vraiment avoir plusieurs professionnels, autant en prénatal qu'en postpartum, pour venir de donner de l'information qui est véridique aussi aux mamans, puis les accompagner là-dedans, donner du soutien autant dans l'allaitement que dans le développement de l'enfant, que dans le prénatal, que pour la naissance en tant que telle, puis le sommeil. Parce que c'est tellement, tellement difficile, on va se le dire, là. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Je voulais vraiment quelque chose de complet pour venir répondre à un besoin qui est ultra présent puis criant chez beaucoup de femmes. C'est un enjeu, hein, on va se le dire. On est tellement suivi pendant une grossesse quand on choisit de l'être, hein, parce qu'on peut choisir de ne pas l'être. On est tellement suivi de près dans une période que, tu sais, ça peut relativement bien aller. Puis quand le bordel pogne, hein, quand bébé naît, là, tout le monde, c'est comme si ça serait censé être plus simple que la grossesse, mais finalement, il y a des petits secrets qu'on nous dit pas. Fait qu'effectivement, là, après, je pense que si on se soutenait mieux, tu sais, le village hein, qu'on a perdu avec le temps, là, si on l'avait un peu plus, ce village-là, qui était honnête, authentique, je pense qu'on irait tout mieux. Ben oui. Qu'on irait tout mieux. Est-ce qu'il y en a qui voulaient rebondir un peu sur qu'est-ce que Josée nous partageait? C'est bon? On va avec la prochaine invitée? Caro, je suis désolée. Je suis contente. Caro, ça fait longtemps qu'on suit sur les réseaux. On a même eu des partenariats bien avant qu'on partage avec Josée. Oui. Moi, j'adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Super inspirante, super engagée. Puis c'est ça, hein, tu nous l'as dit avant qu'on ouvre les micros, qu'on pèse sur elle, que toi, tu n'es pas nécessairement là pour travailler pour le système. Ouais. Tu es plus là pour travailler pour les femmes. 100%. Et oui, puis c'est le fun qu'on t'aille parmi nous, parce que justement, nous, on a un peu de censure quand même comme professionnels, régis par des ordres. On a c'est inconfortable parfois, puis on se demande jusqu'où aller. Donc, toi, tu n'as pas cette limite-là. Fait qu'on est bien contente de t'avoir dans l'équipe. Ben moi aussi, je suis contente d'être là. Fait que moi, je suis accompagnante à la naissance et naturopathe périnatale. Puis vous allez se comprendre tantôt, mais je me spécialise dans l'accompagnement à la VAC puis à la césarienne plus humaine. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça de ta vie? T'as-tu toujours travaillé dans le monde de la naissance? Non, avant, j'étais éducatrice en petite enfance. Fait que Oh, je t'imagine tellement! Fait que oui, avant, j'étais éducatrice en petite enfance, puis ben c'était vraiment pas ma passion, là. Je faisais ça plus parce que, c'est ça, ça a été mon choix de carrière au secondaire, puis on se connaît pas tant qu'on est au secondaire, fait que c'était comme par défaut un petit peu. Par défaut, c'est Ouais. ça. C'est ça aussi, hein, ça contribue au secondaire. On va en parler peut-être avec toi. Choisir toute sa vie si jeune, Oui, en c'est ayant ça, si j'étais peu trop jeune, vécu. je savais pas ce que j'aurais voulu être sage-femme, j'avais pas les notes pour être sage-femme, en tout cas. De toute façon, le sage-femme, c'est pas drôle qu'est-ce qui se passe en ce moment avec leur tutelle, là, mise sous tutelle. Fait que mes amis sages-femmes, en tout cas, ils trippent pas tant que ça, là, présentement. Non. Oh là là, je sais pas, moi, si j'avais été sous tutelle, c'est parce que moi aussi, j'aurais voulu être sage-femme, by the way. Mais Je savais pas que ça existait, fait que, je pense qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui vont pas accepter de travailler dans des conditions comme ça. ben, c'est clair. Puis ça, j'ai prévu inviter quelqu'un pour en parler, là, de ce sujet-là, gang, si vous êtes passionné de justice. Yeah! J'ai des petites personnes en tête que je vais inviter, là, ça, c'est clair. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené, finalement? Ben, dans le fond, c'est ça, aussi loin que je me rappelle, comme j'étais vraiment intéressée, intriguée, je pense que j'avais comme 5-6 ans, puis déjà, comme ça m'intriguait tellement de savoir comment les femmes donnaient naissance, puis tout ça. Puis de fil en aiguille, c'est ça, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Puis moi aussi, ben évidemment, ça change un peu les choses, là. Moi, j'étais le genre de maman qui était comme, moi, je veux arriver à l'hôpital, je prends l'épidurale. Wow. Dès que j'arrive à l'hôpital, ça, c'était ma vision avant de tomber enceinte. Puis au moment où est-ce que je suis tombée enceinte, j'ai complètement changé de tout au tout. Puis je me suis dit, OK, je m'informe à une maison de naissance, j'ai eu un suivi sage-femme. Ça a vraiment changé toute ma vision par rapport à l'accouchement. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, là, il faut que je plonge là-dedans.
Puis finalement, ben c'est la pandémie, au début de la pandémie, qui m'a comme poussée à comme, OK, vas-y, tu sais, plonge, puis lance-toi dans ta passion. Puis depuis ce temps-là, ben je suis doula. C'est cool. Ouais. C'est drôle parce que j'ai un processus assez similaire. Même moi, j'allais plus loin que ça. Moi, je me disais, moi, je vais avoir mes enfants par césarienne. Ah oui. J'allais choisir ça. J'allais avoir mes ouais. enfants par césarienne. On va reparler dans le prochain épisode de comment on s'est préparé aux naissances de nos enfants. Mais moi, je voulais même pas allaiter aussi. Wow. Puis, j'en parlerai pas maintenant, mais je me suis ramassée avec des sages-femmes finalement à mon premier enfantement. Et ils n'arrêtaient pas de me parler d'allaitement. Puis j'étais comme, non, moi, j'allaiterai pas. J'ai juste vu des amis faire des dépressions, à s'acharner, puis ça marchait pas. Puis je me suis dit, moi, je vais pas virer folle comme eux autres. Je vais juste pas allaiter. Puis j'avais fait manquer mon chum la job parce que j'étais tannée qu'il me parle d'allaitement. Puis mon chum était debout, il dit, vous parlerez plus d'allaitement. Elle allaitera pas. Finalement, ma fille est née. Première chose que j'ai fait, c'est de la mettre au sein. C'est fou avant d'avoir des enfants, tout ce qu'on peut comme... Ce qu'on croit. Ouais. Ce qu'on Parce croit. que tu dis césarienne, mais moi j'étais comme, césarienne, c'est le truc facile, tu sais. Ah, Ben oui, Seigneur, comme c'est... plein de Je m'excuse femmes, à ouais. toutes les femmes que j'ai pas fait parce que j'ai eu une césarienne pour mon deuxième bébé. Puis, Ah oui? Ouais. Wow! Puis après ça, j'ai fait mon mea culpa d'avoir pensé que c'était facile, la césarienne. Mais c'est dur, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, d'avoir une opinion qui est réaliste. On a des croyances Exact. plutôt. Fait que, justement, tu sais, on va en parler beaucoup ensemble, les filles, de ces croyances-là, comment on peut les déconstruire pour rendre la culture un peu plus douce pour tout le monde. Mais j'ai hâte que tu nous en parles de ta préparation, de ta césarienne, tantôt, si tu as le Ben cœur oui, ça va t'en me dit. faire plaisir. Puis je vais pouvoir parler de mon dernier accouchement, mon accouchement bonbon. Ah oui! Moi aussi, mon troisième, c'était mon bonbon. Puis, qu'est-ce qui fait que présentement, tu es sur les réseaux sociaux? Ben en fait, je veux déconstruire toutes les croyances par rapport à l'enfantement, à l'accouchement. Aider les femmes à avoir des césariennes plus humaines, c'est un de mes chevals de bataille. Parler beaucoup d'AVAC aussi, parce qu'il y a seulement 16% des femmes qui décident de tenter l'AVAC après une césarienne. Ça, c'est un accouchement vaginal après césarienne, Exact, AVAC. c'est ça. Puis, ben, ça aussi, c'est un peu mon deuxième point que j'essaie de travailler tous les jours, presque, sur mes réseaux sociaux, de changer un peu notre vision par rapport à tout ça. Là. Ben, juste ta dernière publication sur les mains en croix, Ouais, attachées en croix. ouais. En tout cas, j'ai hâte que tu nous en reparles. Ça va être vraiment trippant J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. à ce sujet-là. Hein? Est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter après ce que Caro a dit? C'est bon? Marie-André qui est tout à fait à l'aise, hein? C'est tellement mignon. Valentina, on va Oui. avec toi, on va attendre Oui. ton Marie-André. Là. Donc, toi aussi, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Oui, on a collaboré ensemble. Pour un de mes événements Ouais. sur comment je l'avais appelé, J'aime mon corps, justement. Oui. Parce que je réalisais qu'à quel point prendre soin de son corps, c'était toujours très superficiel. Puis aussi, les femmes en général ne s'aimaient pas. Oui. Donc, j'avais trouvé là, sur les réseaux sociaux des femmes qui parlaient d'une façon que je trouvais que ça pouvait changer justement la culture. Oui. Fait que veux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à être toi? Oui, ben dans le fond, moi, je suis nutritionniste et entraîneur. Dans le fond, la partie entraîneur, elle prend pas mal, presque plus de place là, quand que je m'adresse aux femmes enceintes. En fait, je me suis plus spécialisée en périnatalité en 2020, dans le fond, dans la COVID, quand que moi, j'étais en nutrition sportive dans le passé. Je voyais des athlètes, tout ça. Puis, bon, avec la COVID, il y a plein de choses qui ont changé. Puis, j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Et, bon, suite à mon premier accouchement, qu'il y a vraiment... Il n'y a pas eu de complications tant que ça, mais il n'a pas été aussi bien que je l'aurais souhaité. Tu sais, je me suis intéressée au mouvement pendant la grossesse, tous les bénéfices que ça peut amener, toutes les complications que ça peut réduire le risque. Parce que j'ai eu, dans le fond, des dysfonctions du plancher pelvien également. Donc, tu sais, une fois que je me suis bien informée par rapport à ça, j'ai eu mes certifications. Ben, tu sais, je suis vraiment passionnée pour faire bouger les femmes pendant la grossesse, puis pas juste pour tout ça, mais aussi pour se sentir bien dans son corps. Hein, on sait, les femmes, la majorité, ben, une grosse proportion des femmes ne sont pas bien dans leur corps, et justement, avec la grossesse, il y a un très gros pourcentage de femmes qui ont peur des changements corporels, ont peur de ce qu'ils vont avoir l'air pendant la grossesse, les dommages, entre guillemets, là, ou de quoi ils vont avoir l'air après. Puis moi, dans le fond, je veux
les faire bouger parce qu'on sait que le mouvement, ça nous aide au niveau de notre estime de soi, notre confiance. Fait que, tu sais, ça, c'est une grosse partie une grosse raison là, pour laquelle je fais ça. Autant pour améliorer, dans le fond, diminuer les complications de la grossesse, accélérer la récupération postpartum, juste se sentir bien dans son corps. Fait que moi, c'est vraiment ça que je veux. Puis aussi, au niveau de l'alimentation, tu sais, on peut penser, mon programme entraînement, nutrition, tu sais, ça fait fitness, ça fait je veux changer mon corps, mais moi, je suis à l'opposé de ça. Tu sais, on a travaillé ensemble, j'ai fait une conférence sur l'alimentation intuitive et tout ça, c'est vraiment plus pour se sentir bien dans sa peau, comment se nourrir pour se sentir bien. Justement, pendant la grossesse, tu sais, on a plein de dans le fond, des effets, pas des effets secondaires, mais des symptômes, hein, des symptômes, des malaises. Donc, tu sais, la nutrition peut jouer un grand rôle pour gérer tout ça et le mouvement également. Donc, c'est vraiment mon objectif, là. Oui. Puis c'est toi qui nous as parlé, en tout cas, à ma famille, de nutrition intuitive. Ça a vraiment changé notre vie. Ouais. Donc, moi, j'ai été dans une rigidité alimentaire dès très jeune, en gymnase de haut niveau. Ouais. À l'âge de 8 ans, on me parlait de régime, on nous pesait toutes les semaines aussi. Puis celle qui maigrissait le plus était applaudie en pleine croissance. Oh, mon Dieu. Ouais. Puis j'ai une de mes coachs, une fois, nous avait dit que si on mangeait juste des pommes toute une journée, ça oxygénait notre sang, puis on allait être meilleur après. Puis moi, je me suis dit, moi, je suis pas conne. J'ai 8 ans. Tu sais, je suis pas conne. Je veux juste manger des pommes pour toujours. Fait que c'était ma première crise d'anorexie, finalement. Fait que ça a duré toute ma vie. Puis quand je suis devenue maman, mon réflexe a été d'arrêter de manger pour reperdre mon poids de grossesse. Puis il fallait que je m'occupe d'un bébé. Puis là, j'ai fait, aïe, ça marche plus. Puis j'ai été tellement une mère rigide. Tu sais, j'étais la mère que mes enfants, je calcule le nombre de carottes qu'ils mangent parce que c'est ben trop sucré. OK. Puis quand ils allaient dans un party de fête, ils vomissaient là, parce qu'ils mangeaient tellement de bonbons. Ben oui. Fait qu'en te rencontrant, tu sais, de mettre tout le repas sur la table, pas faire les assiettes, qu'eux-mêmes choisissent puis qu'ils mangent leur melon d'eau avant leur riz, tu sais, vraiment comme se reconnecter. Puis je réalise, en tout cas, ça a été un gros processus. Tu sais, ça fait 2 ans que t'es venu me parler de ça? Oui, environ, oui. Bien, c'est un processus depuis 2 ans qu'on travaille. Puis, tu sais, mes enfants, vraiment, sont rendus au stade qu'ils mangent un gâteau puis ils s'arrêtent quand ils ont plus faim, là. OK. Ben, je suis vraiment contente si ça a pu changer quelque chose. Puis une boîte de biscuits, on contrôle rien. Avant, la boîte, en une journée, c'était fini. Des fois, ils vont durer 2 semaines. Fait que, tu sais, d'enlever justement toute cette... fait que ça, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles beaucoup. Puis j'imagine que tu en parles aussi sur tes réseaux. Oui, bien, dans le fond, tu l'as mentionné, postpartum. Les femmes, ils ont beaucoup tendance à vouloir faire des diètes. Il y a des filles... Déjà, une cliente qui est venue me voir pendant la grossesse pour que je fasse un plan pour le postpartum, pour s'assurer qu'elle allait perdre son poids. Moi, j'étais comme, non, ça marche pas comme ça. Mais c'est ça, moi, je veux juste aider les femmes à, premièrement, bien se nourrir, avoir de l'énergie, puis éviter, dans le fond, d'embarquer dans toute la perte de poids. Tu sais, je sais que c'est la difficile, pression là. sociale, C'est sûr qu'il y a une pression, là. Le bounce back, il est rough. Ça a comme plein d'impacts négatifs là, si on s'embarque là-dedans. Fait que moi, je veux juste vraiment faire de la promotion de manger. C'est bon pour toi, tu sais. Manger n'égale pas grossir. Les gens, ils pensent la nourriture égale automatiquement je vais prendre du poids. Mais tu sais, c'est de vraiment réapprendre à manger, à se nourrir, à comprendre. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup enseigner des concepts, tu sais, être dans... Je montre tout le temps les PowerPoint là, dans mes consultations, tu sais, vraiment aider la femme à comprendre c'est quoi un glucide, c'est quoi une protéine, ça sert à quoi ça dans la vie? Non, ça va pas te faire grossir, il y a rien qui fait grossir dans la vie. Tout est une question de dosage, en tout cas. Fait que moi, je suis vraiment... j'aime beaucoup enseigner. Puis dans les réseaux sociaux, ben c'est ça, j'essaie de promouvoir l'activité physique et l'alimentation pour être bien le bien-être, être bien dans son corps, pas dans un but de maigrir. Oui, exactement. Puis ça, effectivement, tu sais, moi, j'étais tellement déconnectée, puis de te suivre, ça m'a ramené au fait que, hey, manger, finalement, c'est parce que c'est un besoin. Oui. Tu sais, c'est pas un contrôle qu'on doit avoir, c'est un besoin. Puis maintenant, je suis capable de le dire, hey, là, j'ai besoin de plus de ci, j'ai besoin de plus de ça. Je me suis comme reconnectée à cet instinct-là, puis je me sens vraiment mieux aussi, parce que je nourris mon corps de ce qu'il a besoin, pas de ce qu'il faut, dans ma tête imaginaire de croyance. Là. Fait que ça, c'est... En tout cas, je trouve ça grandiose. Puis effectivement, dans la grossesse, il y a des enjeux, là, tu sais, le diabète. Là, tu te ramasses encore avec des restrictions. En tout cas, moi, je l'ai vécu avec beaucoup... Ça m'a ramené... Ma dernière grossesse, je l'ai vécue avec l'alimentation intuitive et mon diabète de grossesse.
C'était pas facile, là. Ouais. C'était vraiment Ouais. pas évident parce que tu tombes dans un milieu très rigide où est-ce que Exact. tu dois calculer tout ce que tu manges au gramme près. Puis là, j'étais comme, ben non, moi, c'est l'inverse, faut que je fasse. Ouais. Si je me remets à calculer tout, je vais retomber dans Ouais. mes vieux patterns. Fait que c'est pas simple. Fait qu'on a besoin de personnes comme toi pour nous aider à trouver balancer tout ça, l'équilibre ouais. puis rester saine d'esprit Ouais. aussi. Ça aide à rester saine d'esprit. Donc, oui, ben merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'est cool. Là, Marie-André, on n'a pas le choix, Là, c'est ton tour. C'est vraiment Tu moi. te sens-tu prête? Oui, je suis prête. Il y a moi aussi, il faut que je parle, même si tout le monde me connaît, qui écoute, là, mais je veux parler après toi. Donc, toi, Marie-André, tu es psychoéducatrice et tu travailles dans une école secondaire. Oui, une belle grande école secondaire. Nous, en psychoéducation, on peut travailler en fait avec toutes les clientèles. On est les spécialistes des capacités adaptatives. Donc, ça peut aller de 0 à 99 ans. Moi, ma spécialité, c'est ça, c'est le secondaire, mais je me suis intéressée à la périnatalité au moment où je suis devenue maman. On pourra en reparler, mais moi, j'ai 2 grossesses vraiment différentes. La première, c'était une grossesse surprise avec plein de complications. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis intéressée un peu plus spécifiquement à la petite enfance et à la périnatalité. Donc, c'est de là que Josée elle m'a approchée pour faire partie du projet, pour partager un peu ce que j'ai vécu autant personnel que ce qu'on peut avoir comme connaissance au niveau de la psychoéducation. Oui, puis j'ai hâte que tu nous en parles parce qu'on a un épisode prévu justement sur nos histoires personnelles parce qu'on n'est pas juste des professionnels, hein? On a notre vécu personnel aussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, jeune, à décider que tu deviendrais psychoéducatrice? Ça s'est-tu passé de même ou tu as eu un chemin chaotique? En fait, moi, j'ai commencé en psychologie OK. pour réaliser que le bac en psychologie, c'est pas... c'est comme pelleter des nuages. As-tu le droit de dire ça? Ben, explique-nous pourquoi, parce qu'on le sait pas, nous, on l'a pas fait. Non, ben pour vrai, j'ai pas l'impression qu'on apprend tant que ça. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était le contact humain et la diversité de la clientèle qu'on peut avoir en psychoéducation. Au sens où si un jour, disons, le milieu scolaire, ça me convient plus, mais je peux aller en pratique privée, je peux aller en périnatalité, je peux aller avec les personnes âgées. Donc, c'était plus de le contact humain et l'étendue des possibilités qu'on peut faire avec la psychoéducation. Puis quand tu es avec tes ados, j'aimerais ça que tu en parles un peu. Parce que c'est pas nécessairement le sujet du prochain épisode, mais moi, je vais avoir une ado bientôt. À vrai dire, elle a attrapé ça, l'adolescence, récemment. Vous avez pas d'ado, hein, vous? Non. Ils ont quel âge, tes petits, toi, Caro? 6-4-2. 6-4-2. Toi, Valentin? 5, 3, 10 mois. Ah, c'est ça, hein? Vous suivez. Puis toi, ils ont quel âge, Marie? 4 et 2, là, cette semaine. 4 et 2. Moi, c'est 11, bientôt 12, à Noël. 8. Enfin, tu sais pourquoi c'est si loin dans ma tête? 5 et 1. OK, je l'ai eu. Demandez-moi pas mon âge, j'ai le cerveau qui pogne en feu. À chaque fois, il faut que je recalcule. Mais OK, fait que oui, c'est ça, les ados, c'est particulier. C'est toute une aventure. C'est le développement de l'identité. Ben oui. Quand on parlait d'exercice physique tout à l'heure, là, moi, ça résonnait beaucoup. Là. Les ados, surtout depuis la pandémie, là, l'anxiété, c'est un fléau. Prendre soin de soi sans tomber dans les excès. Moi, ce que tu disais tout à l'heure, là, ça résonne vraiment autant pour les mamans que pour les jeunes qui sont justement dans la construction de leur identité, puis dans comment je prends ma place, comment je m'affirme, comment je respecte mon corps en tant qu'adolescente qui apprend la séduction, entrer en relation, comment être dans une relation positive. Le consentement. Le consentement, c'est vraiment mon quotidien à l'école. Avoir des limites, respecter ses limites, respecter les limites des autres. Puis on a un grand rôle à jouer comme parents là-dessus. Puis justement, là, tu parlais, Valentina, ça t'a touché, qu'est-ce qu'elle disait. Mais tu sais, comment qu'on parle de notre corps, comment qu'on parle du corps des autres, ça a un grand effet sur comment nos ados vont s'aimer ou pas. Oui, complètement. Puis comment on le présente sur les réseaux sociaux aussi, là, tout cet enjeu de réseau social avec les ados qui sont en construction, c'est vraiment tout un défi. Moi, je sais pas, parce que, tu sais, ma construction d'un corps idéal, puis l'impression de contrôle que j'avais sur ce corps-là, ça s'est construit par des oui-dire là, que j'entendais autour de moi. Ma mère parlait de son corps, tout ça, mais j'avais pas les réseaux sociaux, parce que moi, Internet est arrivé, j'avais 14 ans. Êtes-vous vieille demain, vous autres? Vous êtes plus jeune, hein? Fait que moi, j'ai eu la chance de quand même si j'ai vécu de la pression, de la culture des diètes tout plein, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir ce genre de modèle-là. Par contre, on avait Britney Spears qui venait juste d'accoucher, qui se faisait dire qu'elle était grosse.
Puis crime était pas grosse. était loin d'être grosse. Fait que, tu sais, on a eu cette pression-là, un peu de vedette, là, je dirais. Mais ça doit être vraiment dur pour nos ados, puis les protéger de tout ça. T'aurais-tu des trucs à nous dire? T'as-tu une idée? Ben moi, je pense que c'est la communication, la clé avec l'adolescent, sans nécessairement toujours tomber dans les interdits, mais vraiment dans la communication ouverte. Puis dans le... Bien, c'est sûr que ça prend un peu de contrôle, là. Ça leur prend des limites. Ils en ont besoin. J'en parle beaucoup dans les capsules que j'ai faites, là, sur le... Mais c'est sécurisant, une limite. Fait que même si ton ado, ton enfant est réfractaire à cette limite-là, c'est sûr qu'il va réagir, mais il en a besoin pour se sentir en sécurité et après être capable d'ouvrir la conversation avec son parent. Puis ça, la conversation avec un ado, c'est pas simple. Non. Puis c'est très facile de les perdre. Puis là, je vais te dire ce que j'ai remarqué parce que je suis très, tu sais, c'est au début d'une relation mère-ado que je vis. Ce que je réalise, c'est que quand ils nous parlent, ils n'ont pas tout le temps envie d'avoir des solutions. C'est là que je m'en allais. Oui, tu t'en allais-tu là? Oui. Ben vas-y. Ben, en fait, ils ont envie, des fois, d'en parler, mais ils veulent pas de conseils, puis des fois, ils veulent même pas de questions. Juste, j'ai besoin que ça sorte de moi. Je vais me sentir libérée après. Puis peut-être que plus tard, demain, après-midi, là, tu pourras réouvrir. Mais c'est comme, elle t'en donne un petit peu, mais les conseils puis les questions, souvent, c'est pas ben, ça fait qu'après, ils veulent plus venir vers nous. Hein? Ça va les fermer. Ça les ferme. Puis moi, je vais le demander à ma fille, là, tu sais, tu m'en parles-tu parce que tu avais besoin de m'en parler ou tu voulais des conseils? Est-ce que tu voulais qu'on trouve des solutions ensemble? Puis elle va dire non, je veux rien de tout ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est excellent dans cette approche-là, c'est que tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a de besoin. Je suis contente que tu viennes m'en parler. Tu valides la relation entre vous. Maintenant, qu'est-ce que maman peut faire pour t'aider? C'est ça. Qu'est-ce que maman peut faire pour t'aider ou si tu veux pas d'aide, ça aussi. Puis mon conjoint, lui, il a plus de misère parce que, c'est ça, il a travaillé son introspection. Puis il le fait très bien. Mathieu, je t'aime. Hey, ça fait 2 nuits en ligne que je rêve qu'il me laisse. Ça, moi aussi, cette semaine. Hey, non, mais je l'ai appelé ça job. Il est boulanger, là. Il a les 2 mains prises. Je dis là, je m'excuse cette nuit, mais tu m'as quitté. Puis j'avais vraiment de la peine. Puis là, je m'excuse. Puis là, c'était toute la journée, je me suis excusée de t'avoir quitté dans ton rêve. C'est l'enfer, hein? On le vit vraiment. Fait que lui, il avait un peu plus de misère. Tu sais, l'autorité sera pas pareille parce qu'on n'a comme plus. Tu sais, on n'a plus nécessairement... tu sais, comme mettons, on se dit à mon gars, ben là, on s'en va. Ça ne tente pas de m'en aller, ben là, il faut qu'on parte. Tu sais, une ado, tu ne pourras pas l'amener de force, mettons. T'sais, on devrait peut-être pas amener nos enfants de force non plus. Mais un ado, c'est différent. Fait que c'est des ajustements de comment parler. Si l'enfant veut plus t'écouter, s'il veut plus... s'il réagit mal à comment tu parles, mais c'est pas à lui de s'adapter à comment tu parles, c'est à toi de changer ta façon de parler pour qu'il... Fait que, tu sais, c'est un gros travail de parents quand même. L'adolescence, ça nous remet beaucoup en question. Il faut beaucoup avoir... fait que c'est une grosse job. Fait que toi, qu'est-ce que tu aimerais dire peut-être? Parce que, tu sais, on n'en reparlera pas dans le prochain épisode, puis je trouvais quand même ça intéressant de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu aimerais dire à des parents d'enfants qui vont devenir ados ou des parents d'ados? Qu'est-ce qui aiderait les jeunes que tu vois au secondaire si leurs parents savaient ça, mettons? Y a-t-il une phrase que tu ou pas? Peut-être pas. C'est une bonne question, mais je reviendrai vraiment à la communication ouverte. Puis je partirais de ça de la petite enfance. Tu sais, d'établir cette communication-là entre vous, déjà en partant, ça va assurément aider ton ado en construction à venir un peu plus vers toi, de pas toujours être dans les interdits. Tu sais, tout est dans l'établissement des limites, de pas toujours être dans les interdits, mais plus dans la communication puis dans l'ouverture, dans la bienveillance. Et puis, je pense que c'est de se laisser aller puis vraiment de voir comment répondre aux besoins sans toujours dire oui, là. On veut pas tomber dans OK, maintenant, on se parle puis t'es un ado puis je te dis oui à tout. Mais ouais, ça serait ça. Mais ce qui aide aussi, c'est justement dans l'enfance d'avoir travaillé en sorte qu'on a confiance en notre ado aussi, là. Ouais. Tu sais, moi, ma fille, j'ai vraiment beaucoup confiance en elle. On a fait de la psycho-aide ensemble aussi toute sa vie, finalement, parce qu'on était...
c'était notre première, fait qu'on faisait de l'essai-erreur. Mais effectivement, puis je pense que c'est challengeant pour les parents, mais il ne faut pas les abandonner. Non. Parce que même s'ils nous rejettent beaucoup, c'est un moment de leur vie qui ont vraiment beaucoup besoin de nous. Fait que, tu sais, je dis ça, ma fille a 12 ans, là, peut-être que quand elle va avoir 15 ans, je vais avoir un nouveau discours. Mais pour l'instant, c'est ce que j'aimerais dire. Ben écoute, merci d'être là parmi nous. J'ai vu des gens prendre des notes. Est-ce que c'était pour rebondir sur ce que Marie-André disait? Oui, moi, j'ai plein de choses. Mais Plein, let's go. J'ai vu 5 lignes. Elle connaît beaucoup, elle. mais en fait, là, c'est parce que, tu sais, on se l'est dit tantôt, là, Marie-André, on dirait qu'elle s'en venait, puis elle était comme, mais qu'est-ce que j'ai à dire sur la périnatalité? Puis là, tu parles du secondaire, puis on dirait, moi, ça résonne beaucoup dans le sens que tu travailles, oui, avec l'adolescent, mais tu vas travailler aussi avec le parent. Parce que veux pas, dans tes interventions, tu sais, tout ce que les parents ont fait avec leurs enfants, puis comment la relation du parent-enfant est, ben ça a des impacts là, sur l'enfant avec lequel tu travailles. Puis je trouve que c'est la même chose aussi que tu vas aller faire avec, dans notre plateforme, là, dans le fond, d'aller, tu sais, parler aux parents pour établir une relation avec l'enfant, puis établir tes limites et tout, mais c'est un peu la même chose que tu vas faire au secondaire. Puis mais en fait, au secondaire, je vais pas... on va dire mon client, là, c'est vraiment l'adolescent. Mon mandat, il est scolaire. Donc, moi, j'accompagne les élèves à bien s'adapter à l'école. Mais c'est vrai que dans les appels aux parents, on peut donner des pistes. Là. Parce que, tu sais, souvent, mettons, tu sais, on l'a dit, on est voisines, Marie-André et moi, fait qu'on se raconte aussi notre vie au quotidien. Puis souvent, tu vas me raconter des histoires, admettons, qui t'est arrivé, puis tu vas me parler de ça, puis ça revient souvent aux parents. J'ai l'impression, en tout cas, là, dans ce que tu me parles. Puis oui, c'est sûr que ça en a beaucoup au niveau de l'enfant, mais tu sais, veux pas, l'enfant, il s'est adapté. Ben, je sais pas trop comment le dire. Mais il est dans sa dynamique familiale, puis il se construit à partir de sa dynamique familiale. C'est ça. Puis, tu sais, on parlait tantôt de communication ouverte, puis, tu sais, avec ton adolescent et tout, mais moi, ça m'a fait résonner au niveau... Tu sais, c'est la même chose au niveau de ton couple. Tu sais, tu disais, oui, il faut t'établir tes limites. Puis, tu sais, oui, t'aimerais ça, des fois, parler à la personne, puis que la personne, elle fasse juste écouter. Mais des fois, ça va être la même chose dans le couple, de dire, tu sais, mettons, la maman, là, qui vient d'accoucher, puis qui est comme, écoute, moi, là, je suis plus capable, je suis fatiguée, je pue, je ci, je ça. Bien, elle n'aura pas nécessairement besoin de se faire dire telle ou telle chose. C'est vrai, tu pues. Oui, justement, va prendre ta douche. Je te recommande. Mais tu sais, des fois, t'as juste envie de te défouler, mais ça va être la même chose dans le couple, ça va être avec la même chose avec toutes les relations que tu vas avoir autour de toi. Puis c'est pas juste avec ton ado. Fait que ta place est là. Puis je trouve que c'est très pertinent ce que tu amènes. Puis encore une fois, tantôt, on disait, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on disait en fait. J'ai écrit homeschooling parce que... Ah oui, tu disais que ton adolescente, tu n'as plus l'autorité sur elle nécessairement. Puis peut-être au niveau du homeschooling, tu vas rebondir à ce niveau-là parce que tu en as fait du homeschooling. Oui, moi, l'année passée, mes enfants étaient école maison. Parce que nous autres, on pense beaucoup à faire du homeschooling avec les enfants. En fait, c'est confirmé, on va le faire. Puis j'ai parlé à une maman qui le faisait aussi, puis elle me dit, quand dans la vie de ton enfant, dans ta vie, en fait... autre qu'à l'école, tu vas avoir un adulte qui va être là puis qui va comme, tu sais, là, je dis dominer, mais tu sais, dans le fond, c'est elle qui établit l'autorité pour un groupe d'enfants. Puis, en faisant du homeschooling, je trouve que c'est un peu ça qu'on déconstruit aussi, dans le sens que tu as la relation avec ton enfant puis t'es pas en relation de pouvoir. Tu es là pour comprendre ton enfant, avoir des échanges qui sont égaux. Puis je pense que cette relation-là, comme se poursuit autant à l'adolescence, dans le sens que ça s'établit dès la petite enfance, qu'on est... Je suis pas ton... Oui, c'est sûr qu'une fois de temps en temps, tu vas avoir besoin de mettre ton autorité, là. C'est un enfant. Mais pour la même, sécurité, les soins de base. Exactement. Mais pour ce qui est relation de confiance, pour ce qui est de se confier à quelqu'un, pour ce qui est de dire les vraies choses, ben ça nous met sur un plateau un peu plus d'égalité. Moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Puis moi, ça fait partie aussi de mes valeurs à moi. Parlons-en, si tu veux bien. Effectivement, tu sais, mes enfants sont pas venus sur Terre pour combler mes attentes à moi. Ils ont leur propre vie. Puis moi, je suis chanceuse d'être spectatrice de tout ça. Moi, je le vois comme ça. Fait que leurs besoins, leur intérêt, quand j'ai fait le homeschooling, c'était tout le temps entourant leur intérêt. Fait que c'est qu'est-ce qui les intéresse, puis on allait développer ça. On allait à la bibliothèque, on faisait des sorties culturelles, puis on développait ça. C'était super comme, effectivement, un lien d'égalité. Puis l'année passée, à l'école, on a vécu
une prof, lien d'égalité. En deuxième année, ma fille, une prof qui est coach de hockey. Je sais pas si ça l'aide, là, mais tu sais, très énergique. Puis, tu sais, les enfants, elle allait vraiment y aller à leur rythme. Puis moi, j'ai des enfants très énergiques qui ont beaucoup de vie et c'était pas péjoratif. Donc, il fallait pas la contrôler, avoir, tu sais, le rouge, jaune, vert. Puis là, t'es dans le rouge, c'est humiliant, t'es mieux de te mettre au pas demain. On n'avait pas ça, tu sais, nos enfants, je sens que ça te brûle la bouche. C'est très lourd pour un enfant de revenir avec son rouge à la maison puis de montrer ça à son parent. Puis là, le parent qui revient sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, puis là, des conséquences qui sont remises à la maison, mais l'enfant, il les a déjà vécues, les conséquences. Puis avec son rouge, là, on lui a pas enseigné ses comportements attendus, là. On lui a juste dit, t'as pas fait la bonne affaire. Mais même à ça, est-ce que c'est à son niveau, ces comportements-là? Ouais. Moi, ce que j'avais aimé du prof qui s'était ajusté à l'énergie de tous, puis, tu sais, vraiment des enfants là, éclatés au bout, là, mais elle les a rendus merveilleux. C'était rendu génial, leur énergie, leur rayonnement, leur différence, puis elle allait l'utiliser. OK, bien, elle allait prendre parole pendant leur présentation du musée. Fait que, tu sais, elle a utilisé les forces de chacun, puis j'étais comme, tu sais, dans le fond, c'est exactement ça que je souhaite tout le temps, mais c'est une vision différente, puis c'est à nous, tu sais, effectivement, de la changer dans notre noyau familial d'abord. Fait que, voilà, la présentation est faite. Là, on est parti un peu... non, mais tu vois, hein, ça va être trippant de parler avec toi puis parler avec toutes vous. Merci d'être là, les filles. Donc, on s'est présenté. Aviez-vous des choses à rajouter avant qu'on finisse cet épisode-là? Donc, 1 mois complet à vos côtés, les filles. Les gens vont apprendre à vous connaître. On a beaucoup de contenu qui s'en vient, qui va être super intéressant. Donc, changeons cette culture et faisons partie de ce changement-là là, de façon là, pleine conscience. Donc, voilà. Merci d'avoir été là, les filles. Merci pour votre écoute.